Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Les députés ont procédé ce matin à l'adoption de la loi portant deuxième rectification de la loi numéro 2020-67 du 10 décembre 2020 portant loi de finances pour l'année budgétaire 2021. Cette loi a été votée avec 129 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Plus de précision avec Nafisa Yahya et Sadou Demi. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour de cette séance plénière. Il s'agit de l'examen et l'adoption du projet de loi portant deuxième rectification de la loi numéro 2020-67 du 10 décembre 2020 portant loi de finances pour l'année budgétaire 2021. Après examen, cette loi a été votée avec 129 voix pour, 0 contre et 0 abstention. L'Assemblée nationale vient d'adopter la loi de finances rectificative, la deuxième rectification. Et cette rectification, elle est intervenue essentiellement pour prendre en compte des ressources additionnelles que nous avons reçues de notre offensive diplomatique et de nos partenaires, en particulier le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et l'AFD. Et ces ressources additionnelles s'élèvent à un montant d'autour de 65 milliards qui ont été utilisés conformément aux orientations et aux priorités du gouvernement. Il s'agit en premier ou globalement d'apurer une grande partie des décomptes ou des factures qui sont en instance, des travaux notamment d'infrastructures qui sont déjà finis et qui n'ont pas été réglés. Et cela cadre essentiellement avec les projets ou les infrastructures au niveau du ministère de la Défense, les infrastructures au niveau du ministère de l'équipement, mais également dans le cadre des projets, des programmes de modernisation des villes qui ont permis à nos villes d'avoir un programme d'assainissement et de modernisation. En termes de priorité aussi, une grande partie de ces ressources a été allouée à nos forces de défense et de sécurité, comme je l'ai dit, à la sécurité, mais surtout la sécurité alimentaire, parce que quand vous regardez aujourd'hui cette saison, elle a été une saison avec des contre-performances, pas à la hauteur de nos attentes, avec un déficit évident. Et c'est pour anticiper que le gouvernement a prévu déjà des ressources dans le cadre de ses collectifs budgétaires au niveau de la cellule crise alimentaire. D'autres ressources importantes viendront dans le cadre de l'analyse de la loi de finances 2022, a confié le ministre des Finances. Globalement, ce budget est passé de 2830 milliards à pratiquement 3000 milliards, puisque c'est 2895 milliards, ce qui l'a fait passer donc d'augmenter de presque 2,3%. Donc le gouvernement reste engagé à poursuivre ces programmes ou ces réformes en matière de mobilisation des ressources, qu'elles soient internes mais aussi externes, mais surtout à améliorer la qualité de la dépense et à transformer l'économie, parce que la stratégie d'appurement des arriérés participe en fait de la relance de l'économie après le choc de la Covid-19 qui a beaucoup affecté nos économies. Et aujourd'hui, nous pensons qu'avec cette injection de liquidités de l'économie, nous aurons une économie qui va être relancée, en plus de ce que nous prévoyons déjà dans le budget 2022. Notons que l'opposition a brillé par son absence à cette séance. Les travaux en séance plénière reprendront le vendredi 29 octobre 2021 avec à l'ordre du jour examen et vote des 4 projets de loi de ratification de l'état d'urgence. L'opérateur de télécommunications RTL Niger a fêté ce matin à l'hôtel Bravia ses 20 années au Niger avec les hommes des médias. Dénommée à cœur ouvert, cette rencontre a permis d'échanger sur les expériences et innovations d'RTL Niger. Le résumé avec Adam Ousmana et Ibrahim Abdou. Partager ses expériences de 2 décennies en tant que réseau de télécommunications avec ses partenaires qui sont les médias, tel est l'exercice auquel se sont adonnés les différents responsables de RTL Niger à travers ce cadre. Une rencontre qui prouve si besoin est de l'importance qu'accorde le géant RTL à ses partenaires qu'il considère comme son atout. 20 années d'implantation marquées par une confiance de plus en plus accrue des clients à RTL, dont la qualité des prestations se passe de tout commentaire. C'est une grande partie de notre vie au Niger. Qu'on espère qu'il va continuer pour beaucoup plus longtemps encore. On le place sous l'angle de la satisfaction de notre clientèle, on le place sous l'angle de l'innovation technologique, on le place sous l'angle de la digitalisation,
pour rendre les outils technologiques plus faciles à utiliser pour nos abonnés, pour les entreprises, pour les universités. Question donc de créer de la richesse au Niger et contribuer aussi au développement de l'État du Niger. On est le plus grand réseau du Niger, donc ça montre qu'on a une certaine confiance que les clients placent en nous. C'est pour cela qu'on ne cesse d'investir de jour en jour, on ne cesse de moderniser notre réseau pour que ce réseau soit encore plus grand, encore plus performant. Oui, des fois il y a quelques soucis techniques, ça relève du fait qu'on gère de la technique, ça ne manque jamais, mais le plus important c'est qu'on a une équipe de monitoring, de surveillance pour prévenir ces problèmes et quand ces problèmes surviennent quand même, pour les régler le plus rapidement possible pour la satisfaction de nos clients et des entreprises qui utilisent le réseau RTL Niger. Fort de son expérience avec une offre de meilleure technologie au Niger, le réseau de télécommunications RTL Niger entend œuvrer davantage pour le bonheur de sa clientèle. Ce qu'on propose aux Nigériens et ce qu'on promet aux Nigériens dans l'avenir, c'est l'innovation, c'est la technologie pour permettre aux entreprises de se développer et de créer de la richesse, pour permettre aux universités d'accéder à des contenus internationaux dans l'intérêt de nos étudiants, pour permettre à la petite et moyenne entreprise dans les différents quartiers et marchés de Niamey aussi d'avoir accès à ces outils, pour permettre l'inclusion financière à travers notre RTL Money qui est pratiquement notre banque. On a un taux de bancarisation très faible au Niger et nous comptons RTL Niger couvrir ce manque en amenant la monnaie électronique dans toutes les contrées du Niger. Et c'est aussi le souhait des autorités du Niger. Et on compte le faire et bien le faire et très bientôt. On a déjà plus de 169 points à travers le Niger d'agence RTL Money et dans chaque point il faut compter un certain nombre d'employés. Donc ça crée de l'emploi, ça crée de la richesse, ça crée des impôts et taxes pour l'État du Niger que l'État va investir dans le domaine de la sécurité, de l'éducation, de la construction de routes, de la santé, etc. Donc et c'est ça notre responsabilité citoyenne en ce sens qu'on contribue au développement des communautés au sein desquelles nous opérons au Niger. Plus qu'à ses premiers pas au Niger, le souci constant d'RTL est de relier le pays au reste du continent grâce à la qualité, la disponibilité et la fiabilité des réseaux en développement permanent et à la puissance continue. Ainsi, ses partenaires sont répartis, édifiés sur les différentes prestations de RTL Niger. RTL, le réseau des smartphones. Visite ce matin des étudiants en master en communication de l'université Abdou Moumouni de Niamey dans le locaux du groupe de presse Labari. Une visite guidée au cours de laquelle les étudiants ont reçu beaucoup d'explications sur le fonctionnement de la radio et télévision Labari. Le compte rendu avec Asma Oseidou et Aboubakar Solé. Ce sont les étudiants en master communication de l'université Abdou Moumouni qui ont visité les locaux du groupe de presse Labari. Cette visite les a conduits dans les différents services du dit organe de presse, ainsi de la rédaction à la régie en passant par la salle de montage. Ces étudiants ont reçu d'amples explications sur le fonctionnement mais aussi sur l'historique du groupe de presse Labari. L'objectif de la visite, c'est des étudiants en master communication. Donc on vient de finir les 60 heures de cours. Donc ils ont vu théoriquement un peu les règles de la communication journalistique, les règles de la prise de vue, les règles du montage. Donc on a estimé qu'ils doivent voir dans les maisons de télévision pour pouvoir vraiment mieux démystifier un peu le processus et comment ça se fait. Comme on le dit, c'est pas sorcier, vraiment c'est un travail qui s'enchaîne très bien. Et aujourd'hui, ils ont découvert quand même, avec ce que nous avons eu à faire, comment ça marche. Et vraiment, on est très satisfait quand même de la visite et vraiment, même des explications que nous avons eu à avoir. Très émus par cette visite, les étudiants nous livrent leurs sentiments. Nous sommes vraiment très heureux de trouver un personnel ici très accueillant. Et c'est aussi la première fois que nous avons eu ces genres de visites. C'est un enseignement donc, dans lequel on nous enseigne les matériels, les montages et autres. Donc c'est vraiment une bonne occasion de venir assister à ça. On a trouvé la Labari vraiment très sympa, très accueillant. Et c'est aussi la télé que je regarde ça toujours à la maison. C'est-à-dire c'est vraiment ma chaîne préférée. Je suis très satisfaite. J'ai beaucoup découvert aujourd'hui.
Et j'ai beaucoup apprécié, vous avez des personnels très accueillants. J'étais vraiment enchantée de cette visite. J'ai pu voir votre régie, j'ai vu le plateau qui avant était inconnu pour moi. Et vraiment, c'est bien pour moi. Et ça cadre aussi avec notre formation. À noter que cette visite des étudiants de l'université Abdou Moumouni rentre dans le cadre de la culture générale en vue d'approfondir leurs connaissances, ce qui leur permettra de faire la différence entre la théorie et la pratique. Les locaux de l'Institut africain de technologie IAT a servi de cadre ce matin à la cérémonie de commémoration de la journée noire qu'a connue la République islamique du Pakistan en 1947. Une journée placée sous le thème « Le Cachemire indifférent de longue date dans l'agenda des Nations Unies ». Le compte-rendu avec Hamza Sakou et Halidou Bourema. La journée du 27 octobre est dédiée chaque année à la solidarité avec le peuple cachemire. C'est pourquoi les musulmans du monde entier célèbrent cette journée. Objet de cette rencontre du chef de la diplomatie pakistanaise avec les étudiants de l'Institut africain de technologie. Permettez-moi tout d'abord de saluer la qualité, l'originalité et l'exemplarité du partenariat qui lie votre ambassade et notre institut dans une vision managériale guidée par le déroulement d'un programme conjoint dédié à la réussite de l'IAT et celle du Pakistan. Je dis merci encore une fois, merci à M. l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan pour le choix porté sur l'IAT afin d'abriter les festivités commémoratives de la journée du Cachemire libre en 2021 et méditer sur le thème « Le Cachemire indifférent de longue date de l'agenda des Nations Unies ». Je salue de passage tous les efforts que vous ne cessez de louer afin que l'IAT puisse nouer des relations de partenariat avec des grandes universités et entreprises du Pakistan. Surtout que nous avons l'ambition de créer une université privée de technologie afin de préparer nos jeunes futurs cadres dans le domaine technologique. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, grâce à votre intercession, la plus grande et prestigieuse université privée de la République islamique du Pakistan, l'University of Lahore, vient de jeter les bases de relations de partenariat avec l'IAT. La dite université compte plus de 32 500 étudiants inscrits régulièrement dans plusieurs domaines de formation, dans 11 facultés et 40 départements. Occasion saisie par Ahmed Siroé, l'ambassadeur du Pakistan, de rappeler l'historique de cette journée. Le Cachemire a été occupé par les forces indiennes le 27 octobre 1947. Donc pratiquement ça fait maintenant 74 ans et c'est chaque année partout au monde les musulmans célèbrent la journée noire donc, du Cachemire pour commémorer l'occupation du Cachemire par les forces indiennes et pour marquer leur solidarité avec le peuple du Cachemire. Le problème du Cachemire aujourd'hui, au-delà du problème religieux, était un problème purement humain. Donc c'est des questions humaines à partir du moment où les droits les plus fondamentaux aujourd'hui sont déniés, notamment le droit à la communication, le droit à la circulation, le droit à la liberté de confession, la liberté de pratique de la religion de ce choix et tous les droits fondamentaux aujourd'hui sont bafoués au Cachemire et il faudrait y ajouter également à ce déni-là donc la répression brutale auquel le peuple du Cachemire est confronté depuis toutes ces années-là. Répression qui a fait des centaines de milliers de morts et qui a rendu des centaines de milliers de femmes veuves et des centaines de milliers d'enfants orphelins aujourd'hui. Et également dans le même ordre d'idées, à cause de l'usage excessif de la force, à travers l'usage des palettes, aujourd'hui un grand nombre donc, de jeunes Cachemiris sont rendus aveugles. La commémoration de cette journée dans les locaux de l'IAT a été pour les participants un moment récréatif. Ouverture ce matin à Dosso d'un atelier de formation sur l'informatique appliquée à la radio. Une formation qui durera 3 jours et qui est organisée par le studio Kalangu à l'intention de 13 journalistes des médias partenaires.
Le compte-rendu avec Ismaël Moumouni. S'imprégner davantage sur l'informatique appliquée à la radio et la production audio numérique, voilà ce qui a réuni à la cité l'ingénieur de Zermakoy, ces journalistes et animateurs des médias privés et communautaires du pays. Une formation initiée par le studio Kalangou afin d'accompagner leurs médias partenaires pour la réalisation et la diffusion de contenus de qualité. Cette formation de la thématique s'intitule Informatique appliquée à la radio, vise à former les médias partenaires sur certains outils, notamment les basiques en Word, les techniques de montage. Mais également, il s'agira pour cette formation de les outiller dans les différents formats de son. Durant ces 3 jours, il y aura à la fois des aspects d'ordre théorique et pratique. Cette formation est une aubaine pour ces agents des médias, ce que d'ailleurs confirme ce participant. Avec la mondialisation, vous savez, les choses évoluent. Et nous qui sommes journalistes aujourd'hui, nous devons aussi évoluer aussi. Je dirais que je ne suis pas technicien de formation, mais avec cette formation, je pense que je vais tendre vers ce domaine, puisqu'on parle d'informatique appliquée à la radio. Donc, je me dis que je prends quelque part la casquette du technicien et ça va me permettre aussi de pallier à certains couacs, si on peut le dire. C'est un atout de plus aussi à ma poche. 3 jours durant, ces 13 participants des médias partenaires vont être outillés sur tout ce qui tourne autour du Word, du traitement du son, mais également du montage avec Audacity. Notre rubrique hebdomadaire à présent, la chronique juridique, elle porte sur le thème les obligations de l'État dans le cadre de l'exécution des décisions de justice au Niger. Un thème développé par Maître Boudal et Fred, avocats à la Cour lors d'une conférence débat à l'université Abdou Moumouni. Et juste après, vous suivrez l'intégralité en partie magazine de la conférence de presse animée par le député maire président du conseil de ville de Niamey, Oumarou Moumouni Dogari. Une rencontre avec la presse qui a porté sur la coopération décentralisée. Nous vous invitons donc à suivre le président du conseil de ville, député maire Oumarou Moumouni Dogari, juste après la chronique juridique. Très bonne réception. Pourquoi on saisit la justice? Parce que c'est ça le plus important. Est-ce qu'on saisit la justice pour remercier les droits au Hada? Est-ce qu'on saisit la justice pour remercier le juge juste il a rendu la décision? Non. On saisit la justice parce qu'il y a une cause qu'on défend. On doit trancher un litige parce qu'on a une atteinte à matérialiser. Donc on vient à l'exécution de la décision de justice. Parce que il ne sert à rien de justiciable qui va saisir le tribunal. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas de savoir si tout ce que les professeurs ont écrit est respecté. Lui, ou bien que le juge a rendu la décision, elle est bien motivée, tout ce qui l'intéresse, est-ce que lui, il a gagné? Lorsqu'on lui dit qu'il a gagné, ce qui l'intéresse, comment maintenant rentrer en possession, c'est-à-dire de manière pratique, l'effectivité de la décision, comment l'exécuter. Je pense que c'est cette partie qui me revient en 15 minutes, sinon moins, d'échanger avec vous. Je dis bien d'échanger parce qu'on n'aborde pas un thème scientifique. On ne peut pas avoir la prétention d'aborder un thème scientifique lorsqu'on partage le même panel avec un professeur de droit. Et c'est pour cela que tout à l'heure, j'étais très gêné de voir que dans la salle, il y a un camarade en face de moi qui dormait au moment où le professeur intervenait. Alors que c'est des personnes quand même qu'on n'a pas, peut-être, comme on dit en Hausa, Bokangida. Comme il est toujours avec vous, vous ne sentez pas en fait qui ils sont, les professeurs en droit. Ailleurs, lorsque les professeurs en droit interviennent, même les enseignants, les autres docteurs et tout viennent dans la salle pour apprendre. J'ai eu l'occasion après Abdou Mouni d'aller étudier ailleurs et j'ai vu comment des professeurs, quand ils nous parlent, disent que je vais vous faire telle partie, après je laisse les enfants faire. En fait, quand il dit les enfants, moi je m'attendais à ce que je vois, c'est après on voit des doctorants et des docteurs. Donc c'est pour vous dire que c'est souvent l'excès de modestie des professeurs qui fait qu'ils sont en train d'intervenir dans la salle et qu'il y a des camarades même qui s'endorment. Je l'ai constaté, j'avais l'intention de vous demander de l'applaudir tout à l'heure, les camarades qui ont en chemise noire, pour avoir vraiment brillé par son sommeil tout à l'heure. Ceci étant, chers camarades, le thème qui me revient aujourd'hui,
on m'a chargé d'échanger avec vous sur les obligations de l'État dans le cadre de l'exécution des décisions de justice. J'avoue que jusqu'à hier matin, je n'avais pas compris cette thématique puisque je l'avais en tout cas cernée dans le cadre de l'exécution des décisions de justice de manière générale. Mais c'était hier la veille, on m'avait fait comprendre que non, on circonscrit, c'est dans le cadre du droit au Hada et je trouve qu'on m'a facilité la tâche. Mais je voudrais partager avec vous cette citation, assertion de Montesquieu de l'esprit de loi 1748. Quand je vais dans un pays, je n'examine pas s'il y a de bonnes lois, mais si on exécute celles qui y sont, car il y a de bonnes lois partout. Cela veut dire que depuis 1748, la question de l'exécution des lois était d'actualité. Il ne sert à rien de rendre des décisions lorsqu'on ne peut pas les exécuter. J'ai posé la question tout à l'heure de savoir pourquoi l'on fait recours à la justice. Qu'entend-on par exécuter une décision de justice? Est-ce que parce que le juge a rendu la décision et dit que vous avez raison et qu'on vous alloue 100 millions de dommages et intérêts, vous allez assiéger la maison de la personne pour lui dire sors de ta maison, ça équivaut à 100 millions, je la prends. Donc pour éviter la justice privée et tout, et les frustrations, la spirale tragique des frustrations, il y a toujours l'intervention de l'État, donc de la puissance publique dans le cadre de l'exécution des décisions de justice. Au niveau de l'OHADA, tout à l'heure, le professeur l'a dit, il y a assez de renvois au niveau des États. Et vous allez voir au niveau même, surtout par rapport à cette question d'exécution, les renvois et les manifestes au niveau des États, au niveau national. Les socles peut-être, puisque lorsqu'on parle de l'exécution d'une décision de justice, il faut la cerner à double titre. D'abord l'exécution volontaire, parce que quelqu'un peut obtenir une décision et il peut l'exécuter volontairement. À ce niveau, il me semble que l'intervention de l'État est assez fragile. On n'a pas, puisque c'est l'exécution volontaire, et tout à l'heure, Madame la Présidente vous a parlé même de protocole qu'on peut faire, soit sur le procès, avant le procès ou après le procès. C'est-à-dire, même lorsqu'on rend une décision, on peut s'entendre. Si on a alloué 50 millions, vous pouvez vous entendre sur 35 millions, on clôt le débat, on verse dans le dossier, on désiste de toutes les instances en cours. Donc ça, c'est l'exécution volontaire. Mais il y a l'exécution forcée, puisque un des professeurs ou des enseignants de cette faculté a l'habitude de dire que le droit il est unijambiste. Il n'a pas de jambes, il a besoin de la force pour marcher. Et puisqu'il a besoin de la force, et que le monopole de cette force, c'est la puissance plus c'est l'État. C'est pour cela qu'on parle des obligations de l'État en matière d'exécution des décisions de justice. Les socles, tout simplement, s'il me revient de résumer ma communication, je dirais tout simplement ouvrez vos codes, lisez les dispositions de l'article 28 de l'acte uniforme sur le droit d'exécution, article 29 du même acte et l'article 49 sur les renvois devant les juridictions d'exécution, les juges d'exécution. Ces trois dispositions nous permettent de voir la responsabilité de l'État. Pour la disposition de l'article 28, vous allez voir au niveau de l'exécution, on fait aussi recours à la contrainte. C'est-à-dire le législateur ne s'est pas contenté de dire que vous pouvez, lorsque vous avez une créance et qu'elle est fondée, exécuter la décision. Il y a la question de la contrainte qui intervient. Et lorsqu'on parle de la contrainte, il y a toujours le recours à l'État. Les dispositions de l'article 28, à défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, dans les conditions prévues par l'acte uniforme, contraindre son débiteur. Contraindre son débiteur. Dès qu'on parle de la contrainte, il y a la question de la puissance publique, même si ce n'est pas écrit de manière manifeste. Son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits. Mais mieux, pour exécuter une décision de justice, j'ai le devoir de vous rappeler les dispositions de l'article 33, c'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir un titre exécutoire. Il est vrai que pour exécuter, pour pratiquer des saisies conservatoires, on n'a pas besoin d'un titre exécutoire, on peut pratiquer ici. Dans les mois qui suivent, chercher un titre exécutoire, mais pour l'effectivité de l'exécution, c'est-à-dire rentrer en possession matérielle des biens, ce qu'il faut une saisie attribution ou saisie vente par la suite, c'est qu'il faut avoir un titre exécutoire. Les titres exécutoires, c'est défini au niveau de disposition de l'article 33 de l'acte uniforme sur les voies d'exécution. Il s'agit des décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires, c'est minutes. Il y a la question des actes et les décisions juridictionnelles étrangers, ainsi que les sentences arbitrales déclarées de l'État dans lesquelles ce titre a été invoqué.
Il y a les procès-verbaux de conciliation signés par les juges et les parties. Il y a les actes notariés revêtus de la formule exécutoire, Madame la Présidente de la Chambre de notaires. Il y a les décisions auxquelles la loi nationale de chaque État partie attache les effets d'une décision judiciaire. Vous avez là les titres exécutoires. On se retrouve dans une situation, pour parler de manière pratique, où un justiciable qui a saisi la justice a obtenu finalement une décision de justice devenue définitive, disons, mais il faut aussi faire la différence entre décision définitive et décision irrévocable. Parce que toute décision définitive n'est pas forcément irrévocable. Et dans la pratique, on a vu récemment, monsieur le professeur, la CCJA revenir, c'est-à-dire suspendre l'exécution d'une décision, où on a même commencé l'exécution d'une décision au motif que, en réalité, la décision qui a été exécutée, le plaider ont saisi la cour d'appel qui a rendu la décision en rétractation de la décision. Vous voyez qu'aujourd'hui, si nous ne sommes plus de bonne foi, on ne peut plus exécuter une décision de justice, puisque à chaque fois qu'on constate qu'on a déféré la décision devant la cour de la CCJA, on peut saisir la juridiction même qui a rendu en rétractation, même si le moyen invoqué n'est pas, et invoquer cela devant la CCJA pour se soir sur la décision. C'est une décision, je pense, récente, en 2019, sur la société de gestion du marché de Trancheville, contre Dame Coetas, quelque chose en 2019. Donc, on se retrouve, je disais, avec un justiciable qui a saisi la justice, qui a un titre exécutoire et qui veut exécuter sa décision. Alors, en exécutant la décision, il y a des acteurs qui interviennent, c'est pourquoi je regrette la présence d'un huissier de justice, peut-être qu'il sera à même de compléter ma communication. Il saisit naturellement son avocat pour exécuter la décision. Son avocat fait les diligences avec l'huissier pour exécuter la décision qui est revêtue de la formule exécutoire. Mais il se trouve que pour exécuter une décision de justice, les dispositions de l'article 39 font obligation à l'État de prêter main forte. Il s'agit là d'une obligation de faire. Et les juristes savent, lorsqu'on parle d'obligation de faire, les refus de l'obligation de faire, les manquements à l'obligation de faire se résout en dommages-intérêts. Nous n'en sommes pas là, mais l'État, il a l'obligation de faire, c'est-à-dire l'obligation de prêter main forte, mais avant même, l'obligation à travers les greffes d'imposer la formule exécutoire. Puisque la formule exécutoire, je parle sous le contrôle de la présidente de la Chambre des notaires, elle est tellement rédigée avec une expression qui prouve et qui fait référence aux qualités du président de la République, qui est chef suprême de l'administration même, y compris de toute l'administration, et garant de l'institution même judiciaire, qui fait obligation aux huissiers, aux officiers publics, aux procureurs généraux, aux procureurs de la République de prêter main forte pour l'exécution de cette décision de justice. C'est pour cela que je vais profiter pour répondre à une question qui a été posée tout à l'heure, puisque tout à l'heure j'ai parlé de l'obligation de l'État qui est une obligation de faire, et lorsque l'État ne le fait pas, alors quelle est la sanction? On sait que ça se résout toujours en dommages-intérêts. Deuxième chose, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme a eu à statuer sur cette question en estimant que désormais, et je pense qu'à sa suite même la juridiction africaine, que désormais l'exécution de la décision de justice fait partie du procès équitable. Donc à partir de ce moment, lorsqu'on fait une analyse combinée de cette jurisprudence avec les dispositions sur les dommages-intérêts et tout, on peut comprendre que si on considère que la question de l'exécution de la justice fait partie des procès équitables, c'est qu'on peut toujours engager la responsabilité de l'État devant les juridictions internationales. Donc je pense que par rapport à la sanction, il n'y a pas de sanction expressément, c'est-à-dire au niveau de la CCJA et autres, parce que c'est ce qu'on reproche généralement à la CCJA de n'avoir pas peut-être fait comme d'autres juridictions. La Cour de justice, par exemple, la CEDEAO, les mêmes reproches ont été faits à l'époque parce qu'on rendait des décisions qui n'avaient pas en réalité force obligatoire pour les États, et ça a failli discréditer la Cour. À un moment donné, jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a pas une force contraignante, mais la Cour de la CEDEAO a trouvé un autre mécanisme en encadrant l'exécution de la décision dans un délai. Récemment, nous avons eu un dossier contre l'État du Niger où l'État a été condamné à payer 50 millions et la Cour de justice de la CEDEAO l'a donné un délai de 3 mois pour présenter les rapports qui prouvent qu'effectivement il a exécuté, et l'État du Niger n'a même pas attendu les 3 mois. En 2 mois, l'État du Niger a intégralement exécuté l'arrêt. Donc je pense qu'il y a des avancées dans d'autres juridictions, notamment sur les questions des droits de l'homme. Il y a toujours des sanctions, mais pas peut-être en matière économique de manière expresse, mais les juridictions internationales, il y a toujours une sanction qu'on ne voit pas, peut-être qui n'est pas expresse.
Mais il y a toujours dans les notations au niveau international et des sanctions, aucun État ne veut apparaître comme un mauvais élève des organisations internationales. Donc, la question qui se pose à ce niveau, ce sont les difficultés. Tout le monde sait qu'il y a des difficultés souvent d'exécution. Vous avez un titre exécutoire, vous voulez l'exécuter, mais même pour requérir les forces publiques, je suis sous caméra, il y a des choses qui ne se disent pas. Assez souvent, c'est difficile. Même lorsque vous écrivez pour dire que je suis muni d'un titre exécutoire, je dois pratiquer telle saisie, mais je crains pour moi. Un huissier de justice peut faire 5 mois. Il y a ces difficultés-là, souvent, pour requérir même les forces publiques et exécuter une décision de justice. Maintenant, les débats d'actualité qui se posent, c'est la question de la libre circulation des décisions de justice. Parce qu'à côté de cette difficulté d'exécution, vous avez des États qui se sont librement organisés pour avoir une organisation, les mêmes droits uniformisés. Et je ne dis pas les arrêts de la CCGA qui n'ont pas cette difficulté ou des sentences arbitrales, mais vous prenez l'exemple d'une décision qui est rendue dans les mêmes conditions que celle du tribunal de commerce de Niamey. Une décision rendue à Dakar, par exemple. On a les mêmes droits, les mêmes pratiques. Vous avez un justiciable nigérien qui a intérêt à l'appliquer au Niger, mais vous voyez que là, il y a deux questions qui se posent. La question de la reconnaissance et la question de l'exécution. Parce que assez souvent, les juges vont vous dire oui, on reconnaît ces décisions. Exactement, ce sont des décisions de justice. Donc, elles peuvent produire des effets de droit. Mais au niveau de l'exécution, on va vous soumettre au même régime, comme si on n'est pas sous une organisation harmonisée. Donc, je pense qu'il y a ces débats aussi qu'il faut régler avant même la question de l'exécution. Parce qu'aujourd'hui, avec la libre circulation des personnes et des biens, il faut qu'il y ait aussi la libre circulation des décisions de justice. Puisqu'on a harmonisé les droits, il faut harmoniser les chances aussi. Il faut permettre au justiciable nigérien qui a ses intérêts, qui a 1 milliard à recouvrer au Burkina, on a les mêmes droits que l'on ne lui oppose pas, que non, cette décision a été rendue là-bas et qu'il faut peut-être soit exéquaturer, soit la soumettre à d'autres conditions. Aujourd'hui, nous avons voulu échanger avec nos amis de la presse sur une question qui nous paraît essentielle dans la gouvernance locale, car il s'agit de la coopération décentralisée. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous me permettrez d'abord de dire que la coopération décentralisée est un axe important pour le développement local et cet axe a été consacré par la politique au niveau national. Du reste, le premier magistrat du pays, son Excellence Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, nous l'a réitéré lorsqu'il avait reçu les collectivités territoriales au mois d'août dernier, lorsque les deux fêtières des collectivités territoriales avaient tenu leur assemblée générale ici même à Niamey. Et à cette occasion, le président de la République a encouragé les collectivités territoriales à mener des offensives tout azimut pour rechercher les moyens de développement de leur territoire qui constituent, dans le cadre de la décentralisation au Niger, le premier maillon du développement économique et social de notre pays. Il est donc important qu'au cours de cette conférence de presse, nous rendons hommage au président de la République et au gouvernement. Mais puisque nous parlons de coopération décentralisée, il faudrait bien rendre à César ce qui est à lui et louer l'accompagnement ô combien important que nous avons toujours eu au niveau du ministère des Affaires étrangères, la coopération, car toutes nos démarches transitent par là et nous avons toujours eu, avec le ministre d'État, son Excellence Massoudou, une oreille attentive et la suite qui s'y a été donnée aux différents dossiers que nous avons soumis. Et c'est cela qui nous a permis d'avoir, après 6 mois d'exercice, quelques résultats que nous avons voulu partager avec la presse et partant avec nos concitoyens. Alors pour la gouvernance locale que nous voulons mettre en place pour le développement de la ville de Niamey, nous avons fait l'option de la coopération décentralisée. Vous comprenez aisément pourquoi, parce que c'est un
domaines qui portent le développement local. Nous avons fait cette option afin de faire bouger exponentiellement les lignes de développement économique, social, environnemental, politique de la ville de Niamey. Vous aurez constaté depuis un certain temps que nous menions une offensive tout azimut en vue de rechercher le dispositif de financement des projets de la ville de Niamey. Alors, beaucoup de partenaires engagés dans le processus de la décentralisation nous adressent régulièrement des invitations pour participer à leurs travaux, nous donnant ainsi grandeur nature toute l'opportunité de plaider pour la promotion et le développement de nos initiatives locales. Aussi, avons-nous l'occasion de discuter sur des projets innovants tels que la ville nouvelle avec nos amis marocains de IMI, que la presse nigérienne connaît très bien, avec nos amis tunisiens où récemment nous avons pu discuter de la possibilité d'une implémentation du projet du lac Nord de Tunis sur les berges du fleuve Niger, sur l'éclairage public au service du développement de la ville et de sa sécurisation. En somme, nous voudrons mener ce qu'on appelle un marketing territorial. C'est dans ce cadre que du 11 au 18 octobre 2021, récemment, une délégation de la ville à la tête de laquelle j'étais a séjourné en France, principalement à Lyon et à Paris. Avant cela, nous étions à Tunis, un peu avant à Abidjan, et ici même, nous avions reçu les Marocains, si vous vous en souvenez bien. Alors, je vais m'appesantir essentiellement sur la moisson de notre mission en France. Donc, à Lyon, à Paris, nous avons eu diverses rencontres et entretiens. Mais ces activités n'auraient pas été rendues possibles sans l'apport indéniable de certaines personnalités, dont notamment les responsables de l'AFD au Niger. Là aussi, vous vous souvenez, nos amis de la presse, ici même, nous avons, lors de la validation du rapport d'étape du projet Nourrir Niamey, nous avons eu une séance de travail dans cette même salle avec les responsables locaux de l'AFD et le rapport a été important lors de notre mission par rapport, en tout cas, aux résultats que je vais décliner tout à l'heure. Ça n'aurait pas été rendu possible aussi sans l'apport d'un monsieur extraordinaire qui est le consul honoraire du Niger à Lyon, qui lui aussi a été d'un apport substantiel pour les résultats que je vais décliner. Et enfin, un autre grand monsieur qu'il faut saluer, c'est son Excellence Ado El Hadj Abdou, qui est l'ambassadeur du Niger en France, qui nous a démontré combien il était le représentant valable de notre pays en France. Et nous le remercions pour toute la diplomatie qu'il a déployée pour nous rendre certains contacts nécessaires, enfin faciliter certains contacts et les rendre fructueux, et aussi pour la disponibilité dont il a fait preuve. J'avoue que nous avons été agréablement surpris par notre compatriote. Monsieur l'ambassadeur, merci. Alors, notre séjour en France a commencé justement car l'AIRF, qui est l'Association internationale des régions francophones, dont Niamey fait partie, et Niamey est membre du bureau de cette association, nous a envoyé une invitation pour participer aux assises de son assemblée générale qui s'est tenue du 11 au 13 octobre à Lyon. Fêtière des collectivités territoriales francophones, l'AIRF concourt à encourager les interactions entre les acteurs engagés dans le processus de développement économique, social, environnemental des régions. Elle vise à créer les conditions pour un partenariat stratégique visant à mettre en place un accès au financement des projets voulus par les collectivités territoriales. Elle vise à créer les conditions pour un partenariat stratégique
visant à mettre en place un accès au financement des projets voulus par les collectivités territoriales, je l'ai dit tantôt. L'ARF met l'accent sur la coopération décentralisée pour une relation bilatérale et multilatérale entre les collectivités territoriales dans la perspective d'une attractivité entre elles. L'ARF soutient en gros le développement durable des territoires et aide les acteurs de la ville à relever les défis de la croissance urbaine, des inégalités sociales et de la vulnérabilité des territoires. Concrètement, l'ARF vise à renforcer l'accès aux services urbains élémentaires, accès à l'eau potable, assainissement, éclairage public, transport et services de mobilité, etc. Il s'agit donc de réduire l'impact environnemental et sanitaire des déchets solides en ville, de soutenir l'accès à l'emploi et le développement économique local, de soutenir le renouvellement des centres-villes et mettre en valeur le patrimoine, d'encourager l'amélioration et l'intégration des quartiers précaires, accompagner les grands projets urbains. L'ARF est donc un tremplin pour l'action extérieure des collectivités disposant d'un outil de financement. Elle finance des projets de développement identifiés et mis en œuvre par des collectivités territoriales francophones. Donc, voilà un peu les objectifs visés par l'ARF et nous avons participé à l'Assemblée générale et à la réunion du bureau, dont, comme je vous l'ai dit, Niamey est membre. La date de la tenue de l'Assemblée générale n'était pas fortuite parce qu'à Lyon a lieu chaque année un salon qui s'appelle Polytech et qui traite justement de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Et l'ARF a tenu son assemblée générale aux dates de tenue de ce salon Polytech pour permettre aux responsables des collectivités territoriales que nous sommes d'aller s'imprégner de nouvelles techniques en matière d'environnement, en matière d'énergie renouvelable et en matière de développement durable. Le salon de Polytech de Lyon est donc un forum international résolument tourné vers la valorisation de l'environnement et de l'économie, dans la perspective que celle-ci soit au cœur des politiques publiques des collectivités territoriales qui doivent produire l'avenir. Cette politique doit passer par la résilience, la qualité de vie, l'environnement, l'économie prospère, la participation citoyenne. Face aux enjeux environnementaux actuels, il faut des solutions concrètes et résilientes à impact positif sur l'eau, l'air et la terre. En somme, il faut une palette de solutions opérationnelles pour l'environnement qui s'attellera à la valorisation énergétique, la transformation des déchets de bois, le traitement des ordures, le séchage des boues, etc. Le salon Polytech a été un rendez-vous du donner et du recevoir pour un aménagement durable des collectivités territoriales dans un cadre de décentralisation. À Lyon, nous avons poursuivi, donc, après l'Assemblée générale de l'ARF, notre participation au salon Polytech. Nous avons continué avec un entretien que nous avons eu avec Kodatu, qui est une association de coopération pour le développement et l'amélioration du transport urbain et périurbain. Et nous avons eu une séance de travail avec les responsables de la Kodatu à leur siège. Et nous étions accompagnés pour la circonstance du consul de Niger à Lyon, que je saluais tantôt. C'était le mardi 18 octobre 2021. Alors, il faut rappeler que la Kodatu, cette institution, traite des questions du transport urbain, qu'il s'agisse de la structuration du transport, des investissements dans la logistique, que du dispositif d'accompagnement technique. Ce sont en effet les aspects de prédilection de la Kodatu. La problématique de la mobilité étant une préoccupation de la ville de Niamey, nous l'avons abordée en termes de priorité dans la politique de développement de notre entité administrative. Aussi, les discussions engagées ont eu comme point de départ la feuille de route élaborée par la ville de Niamey en janvier 2020
avec l'appui de Kodatu. En effet, en janvier 2020, la ville de Niamey a organisé un forum sur la mobilité humaine et il s'en est sorti une feuille de route dont le suivi a quelques peines, mais je pense que là, notre mission a permis de remettre les choses à l'endroit et nous allons bientôt poursuivre. Dans la suite, vous comprendrez pourquoi. Au terme des échanges, nous avons convenu de ce qui suit. Étudier la faisabilité d'une mise en relation de coopération entre la ville de Niamey et d'autres villes en France, avec comme objectif premier la mise à disposition de Niamey une 50aine de bus sous forme de dons ou achats concessionnels, y compris les mesures d'accompagnement. Donc, déjà avec Kodatu, nous nous sommes mis d'accord pour que il nous trouve en France des villes qui accepteraient de faire don d'une cinquantaine. Nous avons dit une cinquantaine, mais pour être président, on a dit entre 50 et 100. C'est-à-dire au moins 50, mais jusqu'à 100, nous sommes preneurs. Et déjà, des villes ont été identifiées. Je crois que Dijon, la ville de Dijon et la ville de Lyon sont déjà pressenties pour que nous puissions obtenir ces bus, parce que nous avons convenu avec Kodatu que pour montrer à notre population et aux autorités de ce pays que la mobilité est une priorité de la ville de Niamey, il fallait déjà avoir un embryon pour booster le transport urbain. Si nous disposons d'une cinquantaine, voire une centaine de bus pour Sotroni, ça peut déjà montrer à nos concitoyens que leur mobilité est une préoccupation des autorités. Et là-dessus, nous avons déjà l'engagement de Kodatu de nous rechercher ces 50 bus et j'ai bon espoir, 50%, entre 50 et 100, j'ai bon espoir que nous allons les obtenir. Nous avons convenu aussi que l'AFD pourrait être mobilisée pour accompagner l'acquisition même, puisqu'il faut acquérir les bus, mais il faut les transporter. Ici, il faut faire les formalités de douane, mais ça, ce sont les questions qui regardent la ville de Niamey. Nous allons ou demander à l'État de nous les exonérer, ou alors la ville prendra en charge. Mais enfin, si nous les avons déjà gratuitement, c'est une bonne chose. Donc, pour nos amis journalistes, notez que déjà, nous sommes dans la perspective de recevoir entre 50 et 100 bus, au pire, à des conditions d'achat concessionnelles, c'est-à-dire à très faible coût, ou alors en don. C'est déjà un résultat concret que nous ramenons de Lyon. Et c'est pour ça que je vais demander justement à nos services de faire une inscription budgétaire en 2022 pour supporter les charges liées à l'acquisition et aux autres formalités pour ces bus. Si nous les avons en don, nous allons payer au moins le transport. Si nous avons en achat, il faut bien qu'on ait dans le budget qu'on prévoit de quoi faire cet achat, même si ça coûte 2 fois rien. Quand même, il faut que ça soit inscrit au budget, plus les autres aspects, le transport et la mise en consommation. Les échanges entre les deux institutions doivent être poursuivis à Dakar en octobre 2022. Donc nous avons pris rendez-vous avec Kodatu à Dakar. Il y a une grande réunion qui se tient. Et avant cette réunion, nous avons sollicité, vous le verrez plus tard, une autre association qui s'appelle la Ville Plus et qui va travailler avec la ville de Niamey pour définir un peu le cadre prioritaire sur 2 angles. Le premier angle, c'est la réorganisation de ce qu'ils appellent le secteur artisanal du transport, c'est-à-dire nos taxis, Tetou, Faba et autres, et la structuration maintenant du transport formel, c'est-à-dire Sotroni. Toujours à la même rencontre à Lyon, les questions d'aménagement des points d'arrêt de bus, des stations d'échange, de voirie, d'accessibilité des handicapés ont été abordées. En gros, il faut retenir que la ville de Niamey doit impérativement créer les conditions pour une réforme du transport urbain en général et du transport artisanal et institutionnel en particulier. Donc voilà un peu ce que nous avons pu
obtenus de nos échanges avec Kodatu. À partir du 14, donc, nous nous sommes transportés à Paris et la délégation de Niamey a rencontré le premier adjoint de la maire de Paris le jeudi 14 à l'hôtel de ville de Paris. Nous avons été très très bien accueillis et nous avons eu tous les honneurs à l'hôtel de ville de Paris. Il se trouvait qu'ils étaient en conseil, donc nous avons pu travailler avec le premier adjoint, la maire elle-même étant en train de diriger le conseil. Nos discussions ont eu lieu autour du pacte d'amitié et de coopération entre Niamey et Paris. Et les échanges ont porté, c'est sur ça que les échanges ont porté, et tout cela sous l'égide de l'ambassadeur du Niger à Paris, Ado El Hadj Abdou, qui a bien préparé le terrain. Les échanges n'ont pas été longs parce que les deux parties étaient d'accord pour s'acheminer rapidement vers la signature de ce pacte d'amitié entre Paris et Niamey. Et c'est pour cela que la mairie de Paris avait déjà préparé une lettre d'intention pour aller vers le pacte d'amitié. Nous avons donc plutôt discuté sur la lettre d'intention et la dite lettre d'intention a été signée par moi-même et l'adjoint de la maire de Paris, M. Ngacha. Très rapidement, du reste. Les deux parties ont marqué leur volonté à établir des liens techniques pouvant concerner les domaines. On a bien défini les domaines, vous écoutez bien. C'est donc santé et éducation, formation des jeunes, aménagement, urbanisme et ville durable, promotion des femmes et entrepreneuriat féminin, culture et sport et francophonie. Voilà les 6 domaines sur lesquels Paris et Niamey s'engagent à travailler. Et il est bon de rappeler que la partie française a apprécié la présence physique du député maire, président du conseil de ville, car la ville de Niamey se fait ainsi suffisamment représenter et se donne donc l'opportunité de faire aboutir les projets. Parallèlement, il est prévu l'arrivée d'une délégation française à Niamey pour mieux définir les projets à monter. Donc là, nous sommes à un autre résultat concret, c'est que nous avons aujourd'hui une lettre d'intention signée entre Paris et Niamey et l'engagement a été pris pour signer un pacte d'amitié et nous avons déjà défini les domaines de notre coopération. Les 6 domaines que j'ai définis qui, je l'avoue, est une large palette des compétences de notre collectivité territoriale. Après l'hôtel de ville de Paris, nous nous sommes rendus à l'AIMF où nous avons eu une séance de travail avec son secrétaire permanent, M. Gilles Baillet, au siège même de l'association. Après avoir fait une prospection de thématiques correspondant au domaine de compétences de l'Association internationale des maires francophones, les deux parties ont convenu de montage de projets pour y être financés dans un bref délai. Ceci pourrait concerner le domaine du numérique, de l'assainissement, de la structuration des déchets, la gestion des déchets, si vous voulez, de l'adressage, même si cette thématique est de moins en moins à la mode, de l'employabilité des jeunes et des services sociaux de base. Toujours est-il que le système innovant donnant place aux femmes et aux enfants sont à encourager. Donc là, un autre résultat concret, c'est que nous avons convenu avec l'AIMF, dans ces domaines qu'on vient de citer, de déjà faire des requêtes de financement auprès de l'AIMF. Il s'agit juste de voir quelle est leur procédure pour pouvoir bien identifier les projets et les soumettre. Je crois que nos services vont être bientôt sollicités pour ce faire. Après l'AIMF, nous nous sommes transportés au siège de l'AFD. Impressionnant. Et là aussi, nous avons
eu l'agréable surprise d'être reçu par les responsables de cette institution de financement de la France, qui est l'AFD. Et comme je le disais au début de ce propos liminaire, la représentation AFD de Niamey a beaucoup joué pour que ces rencontres aient lieu, parce qu'on en a eu plusieurs. Alors, d'importants sujets ont été discutés, qu'il s'agisse de nourrir Niamey, de la mobilité urbaine, de l'inondation des berges du fleuve et de la ville en général, des classes paillotes, de la bibliothèque municipale, du numérique et de la géolocalisation. Tout a été passé au peigne fin à l'AFD. Nous y avons passé toute une journée. Qu'est-ce que nourrir Niamey? Parce que c'est important que les gens le sachent. Parce que dit comme ça n'a pas beaucoup de sens. Nourrir Niamey est un projet de construction de certains équipements marchands de la ville de Niamey. Il s'agit du marché de Diamadje sur le site actuel, du marché de Dar es Salaam et du marché de la rive droite. C'est déjà un projet dont l'étude a été financée. Et c'est sur ce projet que nous avons eu ici même au mois d'août dernier la validation du rapport d'étape dans cette même salle avec la même presse. Et donc, à l'AFD, nous en avons parlé, comme nous en avons parlé ici, parce que l'AFD était dans une position plus ou moins ambiguë d'abandon du projet, parce que plusieurs mois se sont écoulés et le projet n'a pas avancé. Fort heureusement, depuis la réunion d'août, le projet a été mis sur les rails et au siège de l'AFD, nous avons insisté encore pour dire que la ville de Niamey, prioritairement, a besoin de ce projet et mettra tout en œuvre pour que ce projet ait lieu parce qu'il est d'importance pour nous. Et toutes ces questions, nous les avons discutées avec des acteurs comme à l'AFD, la division des territoires de l'AFD, le groupe 8 qui est le bureau d'études qui nous fait l'étude sur le projet Nourrir Niamey, le groupe Aston avec lesquels nous avons aussi une séance de travail ici même, et Ville Plus. Aussi, une volonté de part et d'autre à faire avancer déjà les projets existants a été marquée, sans en occulter la possibilité de mettre en réseau la ville de Niamey sur la thématique de la mobilité urbaine, de mettre en place des infrastructures numériques, par exemple installer une application citoyenne pour permettre aux citoyens de communiquer avec la ville directement, de l'aménagement de quartiers nouveaux, d'innovation digitale, c'est-à-dire la surveillance du territoire, de la digitalisation de la gestion foncière qui sécurisera les transactions immobilières, de la collecte des taxes, du projet énergie dans un avenir proche. Sur toutes ces questions, nous avons eu des engagements et sur le projet Nourrir Niamey, nous sommes très avancés et je suis en train de voir comment rencontrer le président de la République qui m'en a donné l'autorisation chaque fois que de besoin, parce que pour l'AFD aujourd'hui, pour que ce projet Nourrir Niamey avance, il faut que déjà le Niger fasse la requête pour le financement et nous escomptons quand même un financement de l'ordre de 15 milliards de francs CFA pour les 3 marchés. Après l'AFD, nous étions à Villejuif. Il faut dire que Villejuif, c'est une commune en Île-de-France, donc près de Paris, qui a une population estimée entre 60 000 et 80 000 habitants. Et là-bas, j'ai pu dire qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Et donc la population, le nombre de la population ne fait pas l'importance d'une ville. Nous avons échangé et parce que nous avons une compatriote, Mme Rekia Abdraman, qui est nigérienne, qui est enseignante d'université et qui est élue à Villejuif, qui est adjointe du maire de Villejuif, chargée des solidarités. Donc, qui est passée ici et qui a travaillé avec ma 3e adjointe.
Et c'est comme ça, si vous voulez, que cette relation a pu naître. Donc nous étions déjà fiers d'aller quelque part où nous avons une diaspora. Villejuif est une ville de diaspora où il y a plus de 60 nationalités. Et donc, c'est quand même la ville française la plus ouverte sur le monde. Et c'est un rôle qu'ils nous ont... ils ont insisté pour nous faire comprendre que c'est un rôle qu'ils jouent avec beaucoup d'enthousiasme et de plaisir. Et donc, le maire de Villejuif, effectivement très enthousiaste et volontariste, a exprimé sa volonté de construire l'avenir avec Niamey. En effet, pour lui, pour que les collectivités territoriales aient un sens, il est temps d'éviter d'accumuler les retards, d'avoir un regard fraternel et surtout bienveillant, d'aborder le futur de façon raisonnable, de travailler la citoyenneté. Évidemment, une ville en plein cœur d'Île-de-France, près de Paris, avec 60 nationalités, vous comprendrez bien que la citoyenneté doit bien être travaillée. La diversité d'options doit être un facteur d'union plutôt que de division dans ce monde qui se barricade malheureusement. Le maire a marqué sa disponibilité donc de nouer des relations de coopération décentralisées dans les domaines de l'éducation, de la culture, du sport, de la francophonie pour assurément contribuer à la stabilisation du monde. Et vous vous doutez bien que je n'ai pas manqué de lui apprendre que la francophonie a son berceau chez moi à Niamey. Parce que, né quand même en 1970 de la volonté d'un certain nombre de chefs d'État de créer ce cadre, et c'est comme ça que c'était parti. Et donc rendez-vous en a été pris très bientôt pour aller vers la concrétisation de cette relation de coopération décentralisée. Ce que moi je veux que mes concitoyens comprennent, c'est lequel? C'est que si pour leur assurer un bien-être, si pour que les gens vivent bien à Niamey, il faut que je caresse les poils du pouvoir, je vais le faire. Mais ça n'entache en rien mes convictions politiques. Mes convictions politiques, pour qui me connaît, c'est exactement comment je fonctionne. Donc de ce point de vue, je n'ai pas à rougir, mais enfin, à verdir. Parce que moi, je ne vois pas comment je vais devenir rouge s'il n'y a pas une plaie. Oui, oui. C'est clair et net, mes convictions sont à leur place, mais ma position est que je dois tenir compte de l'intérêt général au détriment des intérêts partisans que j'ai. Et donc, je ne peux pas me départir. Donc voilà un peu le changement. Si changement il y a, il est lié à la fonction que j'exerce, qui veut que je fasse en sorte que nos concitoyens se retrouvent, tous nos concitoyens se retrouvent dans ce que je fais. Alors, qu'est-ce qui a changé entre 2011 et 2021? Bon, je précise, 2011, il n'y avait pas honorable. Déjà, c'est un changement. 2011, j'étais simplement maire président du conseil de ville de Niamey. 2021, bon, j'ai 2 galons, je suis devenu honorable maire et président du conseil de ville. Mon amour pour cette ville, qui est ma ville, et je vous dis que le challenge, moi, il me rehausse toujours. Plus il y a des difficultés, mieux je me sens. Et je cherche les solutions aux problèmes de notre cité commune.